Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono comme tous les lundis soirs. On se retrouve pour faire un tour d'horizon de l'actualité sportive en Vendée. On va attaquer avec du football, le championnat de National 2. C'était la 21e journée ce week-end et l'équipe des Herbiers en position de leader accueillait l'équipe réserve du FC Nantes samedi soir au stade Massabielle. Les Herbretais en rouge et noir bien sûr qui ouvrent le score à la 18e minute avec ce centre de Jousselin et la reprise de la tête astucieuse de Semedo. 1-0 pour le VHF. Réaction nantaise à la 33e minute et sauvetage du défenseur herbretais Traoré. Matondo tente ensuite sa chance de loin mais ne cadre pas. On assiste ensuite à plusieurs occasions de part et d'autre dans cette première période avec notamment côté herbretais une tentative d'Ansousso ou encore une frappe lointaine de Brélivet. Et puis à la suite d'un coup franc du Nantais Mahamoud, Plisson sauve sur sa ligne. 1-0 pour les Herbiers, c'est le score à la pause. En seconde période, à la 61e minute, égalisation nantaise avec cette tête de Boutinkam. Un but partout. On retrouve Boutinkam 7 minutes plus tard. Pas de position de hors-jeu. Boutinkam donne l'avantage aux Canaries, 2-1. À la 75e minute, Thibaut Plisson est fauché dans la surface de réparation par un défenseur nantais. Penalty accordé par l'arbitre. Matondo le transforme et égalise à 2 partout. Dans le dernier quart d'heure, les principales occasions sont herbretaises avec notamment cette tête de Billy, sans problème pour le gardien. Puis cette tentative de Pierre Lavenant qui passe juste au-dessus du cadre. On en reste là, score final 2 partout. On écoute les réactions des coachs au micro de Thibaut Grasset. Le résultat en lui-même, je suis pas déçu. Le match nul est logique. On fait plutôt une bonne première mi-temps. On mène 1-0. Après, on a eu 20 minutes extrêmement compliquées en début de deuxième mi-temps où on a subi les assauts nantais parce que dans les transitions, on n'y était pas. On a eu beaucoup de déchets. Ils ont mené après 2-1, mais j'ai aimé la capacité de l'équipe à réagir, à aller chercher ce penalty qui nous a permis de revenir à 2-2. Jusqu'à la fin de saison, tous les matchs vont être compliqués et c'est ce que j'avais dit aux joueurs. Il fallait aussi assumer ce rôle de leader. On n'est pas habitué, on a une équipe jeune, mais ce soir, elle a réussi à l'assumer. Puisqu'on a vu que Bergerac et Gaulle aussi ont perdu. Donc quelque part, malgré le score, ça reste une bonne opération. Déjà, on savait qu'on venait chez le leader, donc c'est un peu notre Ligue des Champions. Enfin, c'est un beau leader en plus. On sait qu'ils aiment bien avoir la possession, qu'ils aiment bien jouer à l'intérieur du jeu. Donc il fallait déjà contrecarrer ça. Bon, on était mené, on vient au score, on mène, on a la balle de 3-1 et derrière, l'excès d'engagement, de maîtrise, d'expérience tout simplement. C'est une équipe aussi compétitive que les Herbiers, on en sort presque frustré. Parce que dans la course au maintien, nous, 2 points qui disparaissent comme ça, on a la sensation qu'on aurait peut-être pu profiter justement de cette avance pour justement créer un exploit, de venir gagner ici. Malgré ce match nul, le VHF reste en position de leader puisque, comme le disait le coach Laurent David, le Gaulle FC s'est incliné face à Bourges et Bergerac a été battu par Angers. Il reste 9 journées à disputer. La prochaine, ce sera samedi prochain et les Herbretais se déplaceront à Lorient. À l'étage en dessous, en National 3, la 19e journée, le match nul du leader La Roche VF sur le terrain de Saint-Nazaire. Les Lyonnais toujours en tête avec 4 points d'avance sur Chaland qui a battu Pouzauges 2-0. Les Pouzaugeais sont 13e et avant-dernier. Défaite de Fontenay à domicile contre la réserve de Laval 1-0. Les Fontenaisiens sont 3e. Le Poiré s'est imposé à Vertou 2-1. Le Poiré survit 8e au classement. Et enfin, La Roche ESO a fait match nul face à Changé, 2 buts partout. L'équipe de La Roche est 12e. La prochaine journée, ce sera samedi prochain avec notamment 2 derbys vendéens entre La Roche VF et Fontenay et également entre Bleu, Poiré-sur-Vie et Chaland. Allez, on ouvre la page basket maintenant avec la Ligue féminine et la 17e journée. L'équipe de La Roche-sur-Yon retrouvait la halle des sports des Oudéry pour affronter Montpellier samedi soir. Les Tigresses lyonnaises qui avaient mis fin à leur série de défaites le week-end précédent en allant s'imposer à Landerneau. Elles n'ont pas réussi à confirmer contre des Montpelliéraines qui jouent le haut de tableau. Le tout début de match est à l'avantage des Vendéennes qui mettent 10-3. Mais ensuite, les Héraultaises prennent le match en main et dominent la formation de Manu Body. 18-14 à l'issue du premier quart-temps, puis 49-32 à la mi-temps. Dans le troisième et le quatrième quart-temps, le RVBC marque à chaque fois 10 points seulement. Montpellier en inscrit 16, puis 14 et s'impose donc largement sur le score de 79
à 52 avec notamment 18 points inscrits par Alec Peters, l'équipe de La Roche qui est passée à côté de son match à l'image de la capitaine Anna Suarez, 0 sur 6 au tir et moins 7 d'évaluation. On va regarder ce que ça donne au classement. Le RVBC occupe la 6e place, mais attention, La Roche est à égalité avec Charleville qui compte un match en moins et qui donc dépassera quoi qu'il arrive le RVBC. La Roche qui a le même nombre de victoires que Angers, 9e. Il reste 5 journées. Le prochain match ce sera samedi à domicile contre Toulouse. Toujours en basket chez les hommes, cette fois en National 1, on jouait la 3e journée de la 2e phase et Chaland recevait Besançon vendredi soir à la salle Michel Vrignot. Le VCB qui restait sur une victoire contre Andézieux à domicile et une défaite à Boulogne. Les Chalandais qui évoluaient vendredi sans leur coach Sébastien Lambert qui a eu la douleur de perdre son père la semaine dernière. Début de match compliqué pour Chaland qui est mené 30-18 à l'issue du premier quart-temps. L'écart monte jusqu'à 18 points au milieu du deuxième quart-temps. Les Chalandais se ressaisissent mais sont tout de même menés de 13 points à la mi-temps. 51-38 pour Besançon après 20 minutes de jeu. Après la pause, le VCB confirme son regain de forme et grignote peu à peu son retard. Emmené par leur capitaine Jason Jones ou encore Thibaut Dessaignet, Chaland revient à 6 longueurs à la fin du troisième quart-temps. 71-65 pour Besançon. En début de quatrième quart-temps, les Chalandais prennent pour la première fois l'avantage et poursuivent sur leur lancée en creusant l'écart. Avec 22 points de Jones, 17 points pour Bosque et Dessaignet, le Vendée Chaland Basket l'emporte finalement de 10 points sur le score de 93-83. Une belle victoire obtenue à la suite d'une belle réaction des Chalandais qui était dirigée vendredi soir par Miguel Relais, l'assistant de Sébastien Lambert. On va écouter justement la réaction du coach du VCB ainsi que celle de son homologue de Besançon au micro de Thibaut Grasset. Avec les absences alors de Seb, plus de nos deux postes 3, forcément on savait que ça allait être un match compliqué. On savait qu'il fallait faire les petits efforts supplémentaires pour pouvoir accrocher ce match-là. En première, on les fait les efforts, mais on les fait de manière trop désordonnée. On n'est pas appliqué, on tire beaucoup trop vite. Et en plus, on ne fait pas de stop défensif. Donc en fait, le plan de jeu n'est pas hyper bien respecté. Et derrière, on a vu qu'en deuxième mi-temps, à partir du moment où on a remonté un peu l'intensité défensive, on a trouvé la zone qui nous a permis de revenir dans ce match-là. Et on savait que le rebond, c'était une des clés. Après, ils nous ont fait mal aussi dans le drive. Kanouté a fait 11 passes décisives, je crois, en première mi-temps. Voilà, on savait que là-dessus, ça allait être la clé du match. En deuxième, on rectifie ces 2 points clés qui est de pouvoir prendre des rebonds pour pouvoir courir. Et une fois qu'on a le rythme, c'est tout de suite plus facile. Sur la première partie de match, on arrive à mettre le ballon dessous. Et on est quand même à, je crois, 80% de mémoire dans la peinture. Et puis on oublie complètement nos intérieurs. On se met à tirer un petit peu dans tous les sens et puis bon, on est maladroit. C'est ce qui permet à Chaland de courir. On sait que c'est une équipe qui est forte dans le jeu de course, dans les tirs en première intention. Et on les a mis dans leur confort. Et ils ont fait leur travail. Là, on a eu des opportunités de tir à 3 points. C'était des tirs qui étaient ouverts. Hein. Mais malheureusement, on était maladroit. Donc on devait changer un petit peu ça et être un petit peu plus dans l'alternance. Mais oui, effectivement, on a manqué de profondeur de banc sur ce match-là. On regarde le classement de ce groupe B de National 1. Chaland occupe la 5e place avec 5 victoires et 6 défaites. Les Chalandais qui ne sont qu'à une victoire de la 2e place. Le prochain match, ce sera vendredi soir à Feur. Et puis toujours en National 1 masculine, dans le groupe C, l'équipe des Sables d'Olonne a joué son premier match à Kaisersberg vendredi soir. Défaite des Sablés 78-64. Prochain rendez-vous dès ce mardi soir à domicile pour jouer le match en retard face à Pont-de-Cherruy. Du handball maintenant avec la National 1 féminine. On jouait la 20e journée ce week-end et l'équipe de La Roche-sur-Yon recevait celle de Côte-Basque samedi soir à la salle Omnisport. Au match aller, les Basques s'étaient imposés 27-23. Les deux équipes totalisaient le même nombre de points avant la rencontre. Les Basques en bleu prennent les devants dans le premier quart d'heure. Côte-Basque mène 7-4 après 12 minutes 15 de jeu. Pendant une grande partie de cette première mi-temps, les adversaires de La Roche comptent 2 à 3 buts d'écart, mais appuient de nouveau sur l'accélérateur à l'approche de la mi-temps. 13-10 à la 25e minute, 16-10 à la 28e et c'est finalement un écart de 5 buts à la mi-temps en faveur de Côte-Basque, 17-12. Au retour des vestiaires, on retrouve une équipe basque qui gère son avance et empêche les Vendéennes de se rapprocher au tableau d'affichage grâce notamment à plusieurs arrêts de la gardienne Lucia Núñez Castellano. À la 40e minute, La Roche est toujours menée de 5 buts, 20-15. Même écart à la 48e, 24-19. Et alors qu'on se dirige vers une victoire des joueuses en bleu, les Lyonnaises entament une remontée, 24-22 à la 52e et à 45 secondes de la fin, La Roche égalise grâce à Julie Soulard, 25 partout. Et sur un dernier coup franc à la dernière seconde, Amal Amrouni marque et permet à son équipe d'arracher la victoire alors qu'elle n'avait jamais été devant au score. C'est donc une victoire 26-25 des Lyonnaises. On écoute les réactions des entraîneurs au micro d'Ambroise Robet.
Incroyable, au bout du suspense, on revient de loin, de très très loin. Au vu de la fin de la première mi-temps, on ne pensait pas en arriver là à la fin du match. Donc les filles ont remis l'intensité en défense, chose qui nous a vraiment manqué sur la première mi-temps. Et on se remet à défendre, on se remet à courir, on se réaccroche au score, le public fait beaucoup de bruit, nous motive beaucoup. Et derrière, on va aller chercher les 2 points, c'était déjà incroyable, mais aller chercher les 3 points sur le gong final, c'est vraiment une super victoire. On envisage d'aller se déplacer à Mérignac la semaine prochaine avec tout autant d'ambition, sachant qu'on sera à l'extérieur, donc ça sera encore un autre match, un autre contexte. Mais voilà, aller chercher encore 3 points, c'est primordial pour la suite. Le mois de mars est décisif. Ce sont des Basques, donc ça lâche rien. On avait dit que c'était une équipe qui nous ressemblait beaucoup, avec beaucoup de valeurs et avec beaucoup de dons de soi. On était 14 sur le banc ce soir, donc voilà, une très belle équipe en face et ça se joue à rien pour aller jusqu'à la 60e et gagner au bout du suspense. Quand on perd un but à la dernière seconde, même après le buzzer, on est toutes déçus. C'est je pense le pire des scénarios qui pouvaient nous arriver quand on mène du début à la fin. On a toujours cet avantage au score de 3-4 buts quasiment jusqu'à 7 minutes de la fin. Donc on ne voyait pas comment ça pouvait s'échapper, mais finalement on n'a pas été précautionneuse, on a perdu des ballons. C'est le pire scénario qui pouvait nous arriver. Je ne pense pas qu'on méritait de perdre le match, clairement vu ce qu'on a montré sur l'ensemble. Mais à un moment donné, un match c'est 60 minutes, c'est pas 59 minutes et 59 secondes. Félicitations à La Roche et à nous de nous remettre en selle pour le prochain match. Et grâce à cette 8e victoire, les Lyonnaises sont 6e au classement avec 36 points. Il reste 6 journées. Le prochain rendez-vous, comme le disait Ophélie Charbonneau, ce sera samedi soir à Mérignac. Du côté de la Nationale 1 masculine, toujours en handball, Pouzauges s'est incliné à Saint-Cyr 29-22 lors de la 19e journée. La mission maintien se complique encore un peu plus pour les Pouzaugais, 14e et dernier. Il reste 7 journées. Prochain match samedi à domicile contre Massy. Un mot de hockey sur glace avec le championnat de Division 3. Les playoffs ont débuté, ou plus exactement les matchs d'interclassement. Et dans le match aller d'interclassement, le Ogli, l'équipe de La Roche, s'est imposé à Cergy 4-0. Match retour ce samedi à La Roche-sur-Yon. Du volleyball maintenant, avec pour commencer le championnat de National 3 féminine et avec la 17e journée. Après une belle victoire à Nantes lors de la précédente journée, l'équipe des Landes-Génusson, 10e sur 12, recevait Montgermont, 9e. C'était ce dimanche à la salle Océane. Malgré un mauvais début de match, les Landaises en vert se reprennent et parviennent à remporter le premier set 26-24. C'est plus compliqué par la suite. Montgermont égalise à 1 set partout en oppochant la deuxième manche 25-17. Sur le troisième set, en s'appuyant sur un bon jeu de service et une solide défense, l'équipe de Montgermont s'impose 25-23 et mène alors 2-7-1. Scénario identique dans la quatrième manche. Là aussi, c'est sur un score de 25-23 que les Bretonnes l'emportent. C'est donc une victoire de Montgermont 3-7-1. Nous reviendrons plus longuement sur ce match et sur cette saison de National 3 féminine de l'AS Landaise dans la deuxième partie de l'émission avec le président Cyril Chiron, le coach Mohamed Benani et l'une des joueuses de cette équipe, Élie Fontenot. On regarde le classement du groupe C de National 3 féminine. L'AS Landaise toujours 10e en position de première non relégable avec 2 points d'avance sur Vannes. Il reste 5 matchs à disputer et le prochain, ce sera samedi du côté de La Rochelle. On jouait également en National 3 masculine de volleyball. Les Boufférés s'est incliné à Nantes 3-0 lors de la 17e journée. 13e défaite pour les Vendéens qui sont 10e et premier non relégable. Là aussi, 1 point d'avance seulement sur la zone rouge. Le prochain rendez-vous samedi soir à domicile contre Tarascon-Foix. Du tennis de table avec le championnat de France par équipe, la nationale de messieurs, deuxième phase et la première victoire dans cette deuxième phase de la Ferrière qui s'est imposée face à Valenciennes 8-2. Les Ferriérois, 6e au classement, se déplaceront à Gemont le 1er avril. Quelques images de voile maintenant avec la Solo Maître Coq, 20e édition de cette course à la voile en solitaire qui ouvre la saison du circuit Figaro-Beneteau. La grande course avec un départ jeudi et une arrivée samedi au Sable d'Olonne a vu la victoire de Corentin Auro. Le skipper de Mutuelle Bleue s'est imposé dans cette épreuve marquée par une météo très difficile. Les skippers devaient réaliser un parcours autour de l'île-Dieu et de l'île de Ré. Corentin Auro a devancé Alexis Loison sur Groupe Réel et Élodie Bonafont sur Quai-Guinère, La Vie en Rose, avec une 3e place sur la Manche Côtière mercredi et donc cette victoire sur la grande course. Corentin Auro s'adjuge cette 20e Solo Maître Coq durant laquelle il a fallu faire jouer l'expérience. On écoute la réaction du vainqueur juste après son arrivée. J'étais pas forcément venu pour ça, mais on prend. J'étais venu pour reprendre mes marques, retrouver mes sensations et
et reprendre de la confiance surtout parce qu'après ma solitaire ratée, j'avais besoin de ça. Et voilà, c'est bien. On voit que je sais toujours faire du bateau. Le parcours était bien, complexe, varié. Et surtout, il y a eu de tout. Hein. Mais ouais, c'était dur. Je pense que les bijoux, ils s'en rappelleront de leur première. Et on parlera également de voile dans la deuxième partie d'émission avec quelques nouvelles concernant le prochain Vendée Globe. Du cyclisme à présent avec la 29e édition de la Bernaudo Junior. Cette course internationale qui, comme son nom l'indique, est réservée à la catégorie junior. 174 coureurs répartis en 35 équipes étaient au départ du lycée Nature à La Roche-sur-Yon. 130 km à parcourir jusqu'à la Tardière. Après une première échappée reprise à hauteur de Chéfois, un nouveau groupe de 25 coureurs se détache à l'avant. Plusieurs tentatives d'attaque sont reprises et le coureur de Villejuif-Beaujolais, Titouan Fontaine, réussit à placer un contre qui fait mouche à 20 km de l'arrivée. Il n'est pas rejoint et peut donc lever les bras sur la ligne d'arrivée à la Tardière. Le sprint pour la deuxième place est remporté par le Belge Thibaut Van Abel. Hugo Tapis de la Pomme Marseille complète le podium. Allez, avant de marquer une petite pause, je vous propose de découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté ce soir par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal, il sera question de l'édition 2024 du Vendée Globe. Au cours d'une conférence de presse ce lundi, des détails ont été donnés sur la future édition et notamment le nom du nouveau directeur de course. Une compétition d'un tout autre genre s'est jouée à l'établissement Rosa Parks de La Roche-sur-Yon, des Jeux mathématiques. L'an passé, 7 Vendéens sont allés en finale internationale à Lausanne. Enfin, ils se rendent en masse à un match de football local pour encourager comme jamais une équipe tirée au sort. Les supercoptères étaient à Saint-Prouan ce week-end. L'ambiance qu'ils ont mise dans les gradins restera dans les annales. Voilà Aurélien ce qui nous attend. Bonne émission à vous. Merci Diane, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec nos 3 invités de la S Landaise Vendée Volleyball, le président Cyril Chiron, le coach Mohamed Benani, coach de l'équipe de National 3 féminine et l'une des joueuses de cette équipe, Ellie Fontenot. À tout de suite.